Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour parler de ces deux ouvrages qui viennent de sortir. Donc merci à Claude et merci à Pierre d'être là ce soir avec nous à l'IREMO dans le cadre des controverses de l'IREMO. Alors, je vais vous présenter rapidement Claude qui va prendre la parole en premier. Donc, Claude Guibal, que vous connaissez, j'imagine tous en écoutant la radio, qui est journaliste, grand reporter, qui a vécu de nombreuses années au Caire, qui est rentré maintenant à Paris et qui, après avoir été chef du service international à France Culture, est maintenant à France Inter et continue à travailler et à se promener dans cette région du monde. Et l'idée, j'ai l'impression de ce livre, mais elle va vous en parler évidemment mieux que moi, l'idée de ce livre est venue de ces différents reportages et de ce long séjour au Caire où elle a découvert cette réalité du Proche et du Moyen-Orient et qui lui a donné envie d'écrire sur ce que c'est qu'aujourd'hui que l'islamisme, alors je pense qu'elle va aussi revenir sur les termes utilisés. En tous les cas, ce que moi je peux en dire de ce livre que j'ai lu, évidemment, c'est que j'ai été très, très sensible à la façon dont Claude raconte les rencontres qu'elle fait sur place avec un certain nombre d'hommes, de femmes, égyptiens, saoudiens, iraniens, enfin un peu de tout, des personnes venant de l'ensemble de cette région, et qu'elle raconte à la première personne ces rencontres, et à partir de là, de rendre compte finalement de ce que c'est que ces différentes formes d'islam, d'islamisme, de radicalisation, de djihadisme, enfin tous ces mots qu'on entend aujourd'hui toute la journée. Et ce qui est très, très touchant et je trouve très intéressant comme démarche, c'est de nous parler de ces gens qu'elle a rencontrés, tout simplement. Mais quand je dis tout simplement, c'est pas du tout pour réduire la portée de ce que c'est, mais c'est pour justement donner à comprendre ce que sont ces personnes avec lesquelles elle discute. Et c'est ce qu'elle raconte dans son livre et qui permet de mieux comprendre certaines réalités, parce qu'il y a parfois des choses qu'on a un peu de mal à comprendre quand même. Et en lisant ça, c'est vrai qu'on comprend beaucoup mieux la démarche de certains et ce qui permet, je pense, de mieux appréhender en tous les cas ce qu'est cette réalité. Donc je vais d'abord demander à Claude de parler, de présenter, de nous expliquer ce qu'elle a envie de nous dire à propos de ce livre. Après, je donnerai la parole à Pierre et comme d'habitude, après, on laissera évidemment du temps aux questions avec la salle, puisque vous êtes là aussi sûrement, parce que vous avez envie de pouvoir parler avec les deux intervenants. C'est à toi, Claude. Merci beaucoup, Agnès, de cette présentation. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venue ce soir. Alors oui, je suis un petit peu émue en plus parce que c'est la première fois que je parle comme ça d'Islamistan, donc je présente le bébé. Islamistan est effectivement j'espère certainement pas l'aboutissement parce qu'en fait, je continue avec autant de questions que celles que j'avais au début, mais peut-être voilà, il arrive après 20 ans finalement de travail au Proche-Orient. J'ai vécu en fait 15 ans en Égypte, où je suis arrivée en 1997, jeune journaliste, je sortais d'école de journalisme, je ne connaissais rien au monde arabe et je suis arrivée en Égypte à une période où l'Égypte connaissait des moments assez difficiles avec des attentats très lourds, comme vous vous souvenez peut-être de l'attentat de Luxor en 1997, où une soixantaine de touristes avaient été tués, notamment à l'arme blanche, enfin fini à l'arme blanche sur les marches du temple d'Hatchepsout. J'arrive en Égypte à ce moment-là où les Gamath al-Islamiyya ensanglantent une partie du pays et où parallèlement, le pays vit une réislamisation progressive à laquelle j'assiste, comme certains d'entre vous ici qui vivaient là-bas à cette époque-là, j'assiste en tant que, j'allais dire pas d'égyptienne, mais de résidente, et je vois cette réislamisation. Je dis pas radicalisation, j'emploie le mot réislamisation à dessein, se faire auprès de mes voisins, auprès de mes amis, auprès des commerçants. Je vois comment l'islam reprend à ce moment-là en Égypte, ou prend peut-être une place de plus en plus importante dans la vie de chacun. Et je suis amenée à observer ces mutations en fait, de la société égyptienne, sans me rendre compte vraiment à l'époque qu'on assiste à un mouvement plus important que je ne peux l'imaginer. Et je débute ce livre par
par la première fois où j'ai croisé une femme portant un niqab dans la rue. Et je peux vous dire qu'à 23 ans, à cette époque-là, des niqabs, j'en avais jamais vu. J'avais juste vu des burqas à la télé quand nous montrait les images d'Afghanistan. Donc j'étais sidérée. J'ai suivi cette femme plus d'1 heure dans les rues du Caire en essayant de comprendre. Et je ne comprenais pas du tout ce qu'elle disait aux commerçants quand elle achetait du pain. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière pourquoi j'avais des questions à poser que je n'ai pas osé poser à l'époque. Je m'en suis beaucoup voulu et ces questions, eh ben, depuis 20 ans, je ne cesse de les poser quand j'ai l'occasion de le faire. Et c'est tous ces visages-là que j'ai voulu présenter dans Islamistan. Quand vous êtes comme moi, journaliste, et que vous vivez dans une société qui n'est pas la vôtre, vous témoignez de cette société et vous êtes un vecteur de compréhension pour vos lecteurs. Euh, je suis reporter. Mon métier, c'est de vous amener à côté de moi pour que je suis vos yeux, vos oreilles, vos sens. Je suis là pour porter les questions que vous porteriez vous et pour vous donner les éléments de contexte et de compréhension pour que tout ça prenne du sens. Le journaliste n'a pas vocation, en tout cas c'est pas comme ça que je vois les choses, de penser à la place des autres, ni d'écrire pour soi-même. Et ce qui m'intéresse le plus dans mon métier, c'est justement cette possibilité, comme offre mon métier, de la rencontre avec l'autre et d'avoir la chance de poser des questions que beaucoup aimeraient poser et n'osent pas poser. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Ça veut dire, en ce qui concerne l'islam et l'islamisme, c'est-à-dire poser des questions à des gens qui vous mettent parfois très mal à l'aise. Ça veut dire entendre des choses qui peuvent vous perturber. Ça veut dire mettre de côté nos propres réactions tout en ayant conscience, parce qu'elles sont en même temps indicatives d'un tas de choses. Mais quand je travaille, je suis là pour écouter les gens et rapporter leurs paroles, quand bien même elles me perturbent, parce qu'on est sur de l'humain, on est sur quelque chose de changeant. Et quand je suis rentrée vivre en France il y a 3-4 ans, beaucoup de gens m'ont dit, parce que j'ai eu la chance, j'emploie ce mot à dessein aussi, de vivre la révolution égyptienne de 2011. Beaucoup de gens m'ont dit, oh là là, c'est terrible ce qui se passe en Égypte. Des années de dictature pour choisir les frères musulmans. Comment les gens ont pu faire un truc pareil? Et là, je me suis dit, mais il faut expliquer ce que sont les frères musulmans, il faut expliquer comment c'était logique, tout bêtement logique, qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir ou pas, mais qu'une énorme partie de la population égyptienne, à ce moment-là, choisisse d'aller vers les frères musulmans. Tout cela avait une explication. On me disait, mais comment ça se fait que des millions d'Égyptiens soient des terroristes? Je me dis, oula, calmons-nous. Et puis, j'ai commencé à entendre dire, oui, alors les frères musulmans qui sont salafistes. Là encore, je me dis, oh, ouf, ouf. Allez dire à un frère musulman qu'il est salafiste. J'ai tendance à dire en rigolant souvent que c'est comme un supporter de l'OM et un supporter du PSG. Ils adorent tous le foot. Ils peuvent pas se blairer. Donc, c'était tout. Bon, ça, c'est pour rire, mais c'est... Voilà, je me suis aperçue que le mot islamiste, dans notre société, recouvrait des profils et des gens très, très différents. Un député de l'AKP, on le qualifie d'islamiste. Un frère musulman est un islamiste. Un salafiste est un islamiste. Un djihadiste est un islamiste. Une jeune fille de banlieue lyonnaise qui va se mettre à porter un niqab est une islamiste. Une jeune fille égyptienne qui porte le voile et qui va se mettre à faire les prières de Tarawih, par exemple, qui sont les prières qu'on peut faire pendant la période de Ramadan, les prières supplémentaires du soir. Tout ça, on va dire qu'elle s'islamise et tout ça. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on parle à chaque fois de la même chose? Donc, il y avait ce mot valise qui recouvrait des
des réalités de gens très différentes et j'avais envie d'aller près et de raconter que les choses n'étaient pas si simples que ça. Quand on me disait ces femmes qui portent un niqab et qui sont obligées de porter un niqab par leur mari ou par leur père, euh, quand je suis allée poser des questions en disant alors c'est votre mari ou c'est votre père qui vous oblige à porter un niqab, évidemment j'ai pas eu ces réponses-là. Et à chaque fois, j'ai voulu poser les questions avec le maximum de sincérité et d'échange. Donc, ça veut dire qu'il faut aller prêt, il faut être prêt à entendre, il faut être prêt à, à argumenter, à contre-argumenter. Il y a eu des fois où ça a été difficile. Euh, Quand vous êtes une femme et que vous voulez interviewer, je ne sais pas moi, un cher salafiste, déjà ça peut être compliqué parce qu'il ne veut pas forcément vous parler. Il va vous parler derrière une tenture ou derrière un mur, derrière une porte. Parfois on peut vous dire des choses pas très agréables. Mais au cours de ces 20 ans, ces rencontres ont toujours été extrêmement enrichissantes, perturbantes. Euh, j'ai toujours voulu, et c'est comme ça que je vois mon métier, faire alors je suis nulle en maths, donc c'est pas un 360, c'est un 180 degrés pour me mettre à la place de l'autre. Je pense qu'on est tous des êtres complexes, contradictoires. On veut tous des choses et leur contraire. On a des principes, on les bafoue toute la journée. Donc, ce qui est valable pour nous est valable pour les autres. On est tous issus aussi d'une histoire, d'une famille, d'une foi, d'une histoire d'un pays, d'un contexte social. Chaque chose nous contribue à nous modeler et explique les choix qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas, ou qu'on ne fait pas. Euh, et je pense que c'était intéressant de montrer comment on pouvait être amené à prendre un choix plutôt qu'un autre. Je voulais aussi montrer que l'islamisme, non seulement c'est quelque chose qui regroupe plusieurs réalités, plusieurs visages différents, mais que les frontières entre ces mondes islamistes sont aussi euh, poreuses, dans un sens comme dans un autre. Elles sont aussi mouvantes et pas forcément toujours pérennes. C'est-à-dire que des gens que j'ai connus il y a 15 ans ont pu faire eux-mêmes leur chemin. Je raconte l'histoire de femmes qui ont choisi d'enlever leur niqab et qui expliquent pourquoi elles l'ont fait. D'autres personnes qui sont, à l'inverse, allées vers des formes d'islamisme plus radicales, qui expliquent aussi pourquoi ils l'ont fait. J'ai voulu aller dans plusieurs pays pour aller voir quand on parlait de l'Arabie Saoudite ou de l'Iran, l'Iran qui est par exemple le pays de la révolution islamique, eh bien, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous, vu de France, l'Iran c'est une terre islamiste. Alors allons voir, allons poser la question à des gens comment on a pu porter un régime comme celui qui a été issu de la révolution iranienne, comment des laïcs de gauche ont pu accompagner l'accession au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. C'était intéressant pour moi d'essayer de comprendre comment, à cette époque-là, des gens ont pu se dire, finalement, le voile, ça nous semblait une petite perte par rapport à toute la liberté qu'on espérait gagner de tout ça. Donc je voulais poser ces questions-là, montrer ces différents visages. J'ai été très perturbée parfois par des questions qu'on a pu me poser. Je me souviens en Égypte, alors qu'on était en France en plein débat sur le voile en France, d'une amie égyptienne, musulmane, non voilée, qui me parle de la polémique en France, qui bien sûr me demande mon avis. Et puis je finis par lui dire, oui, mais enfin, il y a la loi sur la laïcité. Et donc cette jeune femme bondit et me dit, oui, de toute façon, en France, vous êtes tous athées. Alors je dis, ah ben non. Non, on n'est certainement pas tous athées. Par contre, on est théoriquement tous laïcs. Enfin, et la laïcité, la loi de 1905, etc. Et puis elle me dit, mais c'est quoi la différence laïque, athée Et je comprends dans la discussion qu'elle ne voit absolument pas quelle est la différence. Et pour moi, donc là, à ce moment-là, je cherche les mots, sauf que je ne les trouve pas non plus, parce que pour moi, la laïcité,
fait presque partie de mon ADN. Je me suis jamais posé la question, en fait, en tant que petite Française, à cette époque-là, de qu'est-ce que voulait dire la laïcité, dans quel contexte elle avait été issue, et pourquoi, pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Et en Égypte, il faut savoir qu'en Égypte, la carte d'identité est inscrite sur les papiers d'identité. Vous n'êtes un citoyen égyptien que si vous êtes musulman, chrétien ou juif. Sinon, vous n'avez pas de carte d'identité. Donc, vous n'existez pas. Et donc, essayer d'expliquer, moi, aux lecteurs français, que un monde éventuellement sans Dieu, où Dieu n'est pas la centralité du monde, eh ben, pour la majorité des Égyptiens, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Et donc, voilà, moi, je pense que mon travail, c'était de pouvoir expliquer aux lecteurs des journaux ou aux auditeurs des radios pour lesquels je travaillais toute cette complexité du monde qui m'entourait. Et voilà, et c'est la démarche aussi d'Islamistan. Merci beaucoup, Claude. Alors, ouais, il y a plein d'histoires dans ce livre qui se lit vraiment très, très facilement et de façon très, très agréable et qui sont très intéressantes. Alors, il y en a une, il y en a plein que j'avais envie de noter, mais là, c'est un petit clin d'œil. Ou quand Claude raconte qu'étant à Paris en rentrant d'Égypte, et elle sort une caisse dans laquelle elle met ses cartes de visite. Vous savez, quand vous êtes reporter, vous accumulez les cartes de visite et puis il faut essayer quand même de mettre des petites annotations sur les cartes de visite parce que quand vous les reprenez 4 ou 5 ans après, vous vous souvenez plus forcément de... Et là, Claude raconte qu'elle récupère dans son carton un peu abîmé une carte de visite sur laquelle elle a écrit AR, donc arabe, GB, donc j'imagine anglais, avec un point d'interrogation, a vécu US, bof, bof. Alors, je te laisse raconter là-dessus. Oui, alors... La grande vista Claude Guibal. Hein. Là, je retrouve cette carte de visite et donc effectivement, comme beaucoup de gens, voilà, j'ai ces petites annotations derrière les cartes qui me permettent de me souvenir de qui j'ai interrogé. Et c'était la carte de Mohamed Morsi, donc le président égyptien, que j'avais connu des années plus tôt, 10 ans plus tôt, quand il était député. À l'époque, les Frères musulmans étaient une... alors ça, c'était aussi une grande formule journalistique, opposition interdite mais tolérée. Qui explique très très bien, je trouve en même temps dans son raccourci, comment les Frères musulmans ont été les épouvantails utiles du régime Moubarak. Aujourd'hui, les choses ont évolué, mais les Frères musulmans ont été utilisés par l'Égypte de Moubarak, et donc ils existaient. Ils ont surfé sur toutes les failles de l'État, investissant dans les quartiers ou abandonnés par l'État, sur l'action sociale. Enfin, c'est pas nouveau, c'est ce qui se passait la même chose en Palestine ou ailleurs. Et donc tout ça pour dire que donc Mohamed Morsi, je l'ai connu à l'époque, donc où il était député, et honnêtement, on ne peut pas dire qu'il m'ait particulièrement impressionné. Il y avait chez les Frères musulmans, il y a chez les Frères musulmans en Égypte des personnalités autrement plus, j'allais dire, outillées, impressionnantes dans la discussion, dans l'argumentaire. Et Mohamed Morsi, quand il a été candidat pour la présidence égyptienne, était surnommé la roue de secours parce que ça n'avait pas été le premier choix d'ailleurs des Frères musulmans. Celui qui aurait dû ou qui était pressenti pour candidater était Rairat el-Chater, qui était l'idéologue des Frères musulmans, autrement plus terrifiant que Mohamed Morsi. Et Mohamed Morsi avait été mis là un petit peu comme ça. Et je me souviens donc de l'élection de Mohamed Morsi. On était sur la place Tahrir. C'est un moment que je raconte dans Islamistan. On a attendu des heures sous un soleil de plomb qu'on nous donne enfin les résultats, parce qu'il y avait eu énormément de recours, de recomptage de votes, etc. Et je me souviens de cette place qui, un an plus tôt, vibrait sous les chants patriotiques, les chants de liberté, tout ça. D'un coup, cette place s'est mise à gronder. On n'entendait plus qu'un Allahu Akbar avec des gens qui tombaient à terre, qui pleuraient de joie. Et à ce moment-là, j'ai voulu rappeler une femme que j'avais rencontrée un an plus tôt dans un jardin du Caire pendant la Révolution, une femme qui portait un niqab et avec laquelle j'avais beaucoup discuté et qui m'avait expliqué tout ce qu'elle espérait de cette révolution. Quand je l'avais rencontrée un an plus tôt, la conversation a été vraiment très intéressante. Et le soir où Moubarak est tombé, cette femme m'a téléphoné.
on venait d'apprendre peut-être même pas 2-3 minutes plus tôt que Moubarak est tombé. Elle m'appelle en me disant « Mais je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse, tu peux pas savoir comme je suis heureuse. Là, je cours vers Tahrir et tu sais quoi, je cours. » J'étais tellement contente, j'ai oublié mon niqab à la maison. Et cette phrase m'avait complètement bouleversée. On est en février. En février 2011, cette phrase, j'imaginais, cette femme me téléphonait, elle avait la voix qui partait dans tous les sens. Enfin, j'étais très émue. Donc, forcément, quand Morsi est élu un an plus tard, je l'appelle et elle me dit « Oh, mais qu'est-ce que je suis contente et je suis contente que tu m'appelles et tu te comprends. Tu vois, cette révolution, elle a tout changé. Nous ne serons plus jamais comme avant. Nous sommes libres, libres, libres. » Et puis moi, j'entends rien. Tout le monde hurle, la foule autour. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui hurlent Allahu Akbar. Je me mets dans un coin de la place Tahrir. Je suis accroupie comme ça avec mon téléphone. Et je lui dis, mais ça marche. J'ai essayé de prendre en note. Je lui dis, il faut qu'on se parle tranquillement. Il faut que tu me racontes. J'ai vraiment envie que tu me racontes ce que tu vis, tout ça. Et elle me dit, oui. Je vais demander à mon mari s'il est d'accord pour que je te voie. Et je ne l'ai jamais revu. Et voilà, tout ça aussi, j'ai voulu le raconter dans ce livre parce que c'était aussi, pour moi, une façon de raconter, d'expliquer aussi pourquoi les journalistes, quand nous étions sur la place Tahrir avec des femmes en niqab qui parlaient avec des chrétiennes, avec tout ça, il fallait pouvoir expliquer cette espèce de mouvement qui aujourd'hui est considéré avec beaucoup de mépris et beaucoup où on a tendance à rire beaucoup des enthousiasmes médiatiques qu'il y avait eu à l'époque et qui étaient pourtant porteurs vraiment d'une vision de ces révolutions qu'on a oubliées, qu'on occulte aussi complètement aujourd'hui avec la révolution syrienne, qui étaient des mouvements citoyens. Et je pense que cet appel à la citoyenneté, il était aussi valable chez les islamistes. En tout cas, chez beaucoup qui étaient sur la place Tahrir à ce moment-là. C'était aussi un mouvement qui a été manipulé, ensuite instrumentalisé et qui aujourd'hui se détruit. Mais je trouve aussi dommage, et c'est aussi peut-être le message islamistan, que le regard qu'on porte aujourd'hui sur ces printemps arabes, puisqu'on les appelle comme ça, soit aujourd'hui complètement occulté par la question de la radicalisation et empêche de voir ce qui a pu pousser et ce qui pousse encore des millions de personnes dans les rues. Merci beaucoup, Claude. Et ça va faire une très bonne transition avec le deuxième ouvrage dont vous allez parler maintenant, qui est le guide du petit djihadiste. Alors, je pense que ça va vous intriguer, mais vous allez voir que ça va être très, très intéressant. Alors, Pierre Conessa, qui est l'auteur donc de ce livre, qui est un ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des questions de défense, et qui est auteur de plusieurs ouvrages, dont La fabrication de l'ennemi, un livre dont on a beaucoup parlé à l'époque lorsqu'il est sorti. Alors, je vais laisser Pierre parler de ce livre. C'est un livre dont le titre peut paraître évidemment déroutant, mais qu'il faut évidemment prendre au deuxième degré. Et ça, Pierre est un spécialiste du deuxième degré et de l'humour, donc je le laisse présenter l'ouvrage. Merci Agnès. Oui, si vous voulez lire un livre sérieux, lisez le livre de Claude. Moi, j'ai fait ce livre parce que je ne suis spécialiste de rien. C'est-à-dire que comme je suis un haut fonctionnaire, je fais travailler les autres. J'ai fait travailler Agnès d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et ce qui m'a le plus intéressé dans le moment où on a travaillé ensemble, et puis ce que j'ai fait au ministère de la Défense, ça a été le comparatisme. Bon. Et d'après comme le signalait Claude, si vous voulez, il y a quelque chose qui manque dans notre réflexion dès qu'on parle du monde arabo-musulman, c'est de se rendre compte que, par exemple, il existe un radicalisme dans tous les grands monothéismes aujourd'hui. Et on l'oublie complètement parce que, évidemment, celui du djihadisme aujourd'hui occupe tellement le paysage qu'on en oublie de savoir si le djihadisme est une réaction à quelque chose. Si vous voulez. Donc moi, j'ai voulu écrire un bouquin qui soit lisible pour des gens qui, effectivement, ont des insomnies la nuit et donc n'ont pas envie de lire un livre qui les rendorme, si vous voulez, mais un livre qui au moins leur permette de profiter complètement de leurs insomnies. Donc j'ai appelé le livre Guide du petit djihadiste pour les adolescents, les parents, les enseignants et les gouvernants. Vous voyez pourquoi je l'ai écrit comme ça, sachant que de toute façon les gouvernants seront probablement les derniers à le lire, parce qu'effectivement, eux, ils savent tout, ils ont une interprétation sur le djihadisme qui est effectivement une interprétation psychotique, c'est-à-dire tous ces gens sont devenus fous. Et effectivement, donc, si on constate qu'il y a une épidémie mondiale de folie, c'est beaucoup plus simple comme explication. Ça évite d'avoir un quelconque tentative de compréhension. Encore une fois, la compréhension n'étant pas
l'adhésion, mais simplement la façon de faire comprendre. Bon. Donc, moi, je me suis amusé à écrire ce bouquin, encore une fois, avec comme si c'était un TripAdvisor, si vous voulez, du djihadisme, c'est-à-dire donner des conseils qui sont toujours des conseils assis sur des exemples vrais. Hein, j'ai pas inventé, j'ai toujours cherché les références, je les signale, etc. Mais en même temps, comme dans le TripAdvisor, je dis attention, je dirais pas tel hôtel, mais tel prestataire de service, Al-Qaïda ou Al-Nosra ou l'État islamique, il y a tel avantage, tel inconvénient, etc. Bon. Et donc, faire des remarques critiques, si vous voulez, qui à un certain moment renvoient à nos propres modes de pensée. Donc, si vous voulez, la première partie, c'est très simple. Hein, tu as décidé de partir. Je m'adresse évidemment au candidat. Hein, je m'adresse pas. Je le fais pour que ce soit lui ou que ses parents comprennent comment il fonctionne. Donc, évidemment, il y a des bonnes raisons de partir, qui peuvent être des raisons de dérive, si vous voulez, socio-éducatives, de jeunes, etc. Il y a aussi des conversions dans des classes moyennes. Et donc, il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qu'il faut essayer de rassembler dans une présentation qui fasse qu'on se dise effectivement, il y a une part de rationalité, il faut s'attaquer aux racines de la chose plutôt que de se constater et de dire, encore une fois, qu'il y a quelque chose qui est une espèce d'emprise sectaire et que cette emprise sectaire explique tout. L'emprise sectaire fonctionne, mais pourquoi celle-ci fonctionne mieux que d'autres? Bon. Donc, je vais très rapidement, si vous voulez. Je mets simplement une mention à la fin sur le thème, puisque tous ces gens sont des formes de rébellion, si vous voulez, pour notre société. Je mets quand même à la fin le fait que si vous êtes rebelle parce que vous lisez la rubrique culture de Libération ou que vous avez effectivement, vous fumez un pétard de temps en temps, ou si vous êtes un adhérent, si vous voulez, comment c'est transsexuel, homosexuel, machin, ne partez pas, vous ne courez pas. Ce n'est pas ce type de rébellion qu'on attend là-bas. Hein, faites attention. La deuxième partie est consacrée à la rupture, c'est-à-dire qu'effectivement, on constate bien qu'il y a quand même quelque chose qui est une contestation profonde de notre société, et donc qui se marque par une démarche de rupture. Et cette démarche de rupture, évidemment, à ce moment-là, il faut savoir à qui on s'adresse. C'est-à-dire choisir le bon prestataire, par exemple. Quand vous partez en vacances ou en voyage, il est évident que partir avec l'État islamique ou avec Al-Qaïda, ça présente un certain nombre de propositions de ce que ici vous attend là-bas, avec effectivement la société égalitaire, la société de fraternité absolue, la rémunération, etc. Mais les exemples vécus montrent que ce n'est pas toujours aussi simple. Et puis surtout, il y a une concurrence entre les deux prestataires. Donc il faut faire attention parce que comme ils se battent en même temps en Syrie, il ne faut quand même pas changer de prestataire en cours de route. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Bon. De la même façon, vous ne pouvez pas contester. Je veux dire, une fois que vous êtes parti, vous êtes embarqué. C'est comme avec les agences de voyage, vous pouvez protester, mais au retour. Bon, après le retour, je le traiterai plus loin. Mais il vaut mieux pas protester quand on est dedans. Pourquoi j'insiste sur cette distinction pour les prestataires? Parce qu'on a inventé l'arme absolue qui s'appelle le takfir, c'est-à-dire qu'effectivement, chacun des deux se donne le droit d'excommunier l'autre. Le takfir, c'est une espèce de pistolet désintégrateur, si vous voulez, comme dans les films de science-fiction où tout à coup, l'autre n'existe plus. Et j'ai un paragraphe que j'ai appelé super musulman contre uber musulman, parce qu'effectivement, chacun des deux se prétend plus musulman que l'autre. Et évidemment, plus que l'autre, à la concurrence, c'est un peu comme la querelle sino-soviétique, si vous voulez. Chacun des deux prétend que c'est lui qui détient la véritable interprétation du livre sacré. Bon, pour la querelle sino-soviétique, c'était les œuvres de Marx, de Lénine, etc., etc. Là, c'est effectivement la lecture du Coran avec les hadiths et avec quelques interprétations bien particulières qui excluent de toute façon toute autre forme. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'effectivement, la troisième partie, c'est sur le combat. C'est-à-dire que, comme dans tout processus sectaire, il y a le moment où vous avez été séduit, il y a le moment où vous êtes entré dans la secte, et puis il y a le moment où il faut défendre la cause. Bon. Et là, évidemment, défendre la cause, ça veut dire prendre les armes et donc se battre. Alors, la première question, c'est qui est l'ennemi? Ce qui est quand même une question assez importante, puisque le constat, encore une fois, fait sur le terrain, c'est que d'abord, n'importe quel individu sera d'abord amené à tuer du musulman. Alors, le musulman, dans la hiérarchie, c'est d'abord du chiite. Ça, c'est le fond... je ne vais pas le fond de la merde, parce que ce serait mal poli, mais c'est la pire des engences pour les salafistes djihadistes aujourd'hui. C'est-à-dire que massacrer du chiite est la chose, si vous voulez, qui vous garantit une marche vers le paradis. Il y a des vidéos, par exemple, il y en a une qui était restée assez célèbre, où un coupeur de route arrête des routiers venus de Turquie et leur demande combien de prosternations dans la prière du matin. Et comme les types répondent mal, il les abat. C'est parce que ce sont des chiites, ils n'ont pas le bon nombre de prosternations, donc même pas de jugement, pas de problème. Donc dans la hiérarchie, il y a d'abord les chiites, ensuite il y a les mauvais musulmans. Alors les mauvais musulmans, dans le vocabulaire de Al-Qaïda, c'est les hypocrites. Bon, les hypocrites, c'est pas vous ou moi, sinon il n'y aurait plus personne à la surface de la Terre. C'est les hypocrites, c'est les mauvais musulmans. Donc alors vous aurez les dirigeants, vous aurez les autres pratiques juridiques de l'islam, etc.
Les soufis, très mal placés les soufis, alors parce que prennent une distance philosophique vis-à-vis de l'interprétation du Coran, ce qui est exactement à l'opposé de ce que les salafistes veulent faire. Quand vous avez des soufis qui vous disent Dieu doit être miséricordieux, sinon son paradis serait vide, vous avez une distance qui est proche de la philosophie grecque quand même. Bon. Donc, savoir qui on doit tuer, c'est quand même très important parce que s'ils y partent pour défendre le musulman opprimé, ce qui est quand même la problématique du salafisme, et qu'on commence d'abord par massacrer du musulman, ça peut introduire une espèce de hiatus psychologique qui est assez grave et être mal vécu. Bon. Donc, le deuxième partie, si vous voulez, dans le combat, c'est les spécialités. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut vérifier les prestations qu'on vous promet. Bon, par exemple, est-ce que vous apprendrez à décapiter, est-ce que vous apprendrez à couper les mains, est-ce que vous apprendrez à faire la torture, etc. Et alors, à chaque fois, si vous voulez, comme restant dans l'esprit du TripAdvisor, je dis faites attention. Par exemple, si c'est la décapitation qui vous plaît, partez plutôt en Arabie Saoudite, parce qu'en Arabie Saoudite, vous pourrez faire la même chose sans être poursuivi par la justice française si vous revenez, puisqu'ils ont lancé un appel à candidature pour 8 bourreaux. Donc, de la même façon, si vous partez parce que vous aimez les armes, partez plutôt aux États-Unis. Vous pouvez tuer du noir avec beaucoup de chance, surtout si vous êtes dans un État du Sud et que vous êtes blanc, par exemple. Donc, vous voyez, il y a des conseils pratiques de façon à ce que vous puissiez satisfaire vos envies sans qu'automatiquement vous ayez les effets pervers qui vous attendent à la sortie. De la même façon, si vous voulez, question normale, si vous partez avec votre famille, c'est quelle éducation vont recevoir vos enfants. Bon, là, au moins, il n'y a pas de débat sur les programmes, c'est déjà bien, puisque effectivement, l'enseignement se limite à l'enseignement du Coran, avec parfois des sorties distractives, si vous voulez, où vous avez effectivement des films où vous avez un enfant. Il y a eu un grand-père qui a reconnu son petit-fils, qui tenait la tête d'un soldat syrien qui avait été décapité par son propre fils, si vous voulez. Donc ça vous montre la filiation quand même familiale qui fait qu'on arrive à suivre ce que font ces petits-enfants quand même. Bon, l'histoire, la géographie, tout ça, c'est des conneries, c'est pas la peine, ça fait même pas partie du programme. Donc l'enseignement est quand même quelque chose sur lequel on peut s'attarder un petit peu. Dans la catégorie des juifs, des ennemis, pardon, j'ai oublié les juifs, effectivement, parce que les juifs, c'est la théorie du complot. C'est-à-dire les juifs sont partout, et donc, évidemment, il y a légitimité à tuer du juif, mais il n'y en a plus beaucoup à proximité. Mais enfin, ça fait rien, ça continue à être une clé d'explication du monde. Alors, effectivement, j'adhère à leur théorie, les juifs sont partout, parce qu'une des meilleures traductions du Coran a été faite par Chouraki, qui, bien évidemment, est juif. Donc ça, c'est quand même grave, je veux dire, quand on en arrive à ces situations-là, ça vous prouve bien la pénétration des juifs, si vous voulez, partout, et qui explique que vraiment, il faut se méfier. Bon. Là, je lisais récemment, d'ailleurs, un truc très rigolo, parce que quand il y a eu l'affaire Clinton de Monica Lewinsky, il a couru dans les pays du Golfe, notamment le fait que Monica Lewinsky étant juive, ça vous prouvait le degré d'influence que pouvaient avoir les juifs sur la diplomatie américaine. Alors, ensuite, j'ai fait une partie sur les conditions hôtelières, ce qui est quand même important, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera pratiquement sur place. Sachant que de toute façon, si vous êtes mécontent, l'État islamique est quand même le seul État dans lequel vous n'avez pas besoin de visa d'entrée, mais vous avez besoin d'un visa de sortie. C'est quand même une originalité. Évidemment, il faut faire attention dans la façon de négocier votre visa de sortie, puisqu'encore une fois, si vous exprimez vis-à-vis des gentils organisateurs des remarques critiques sur le fait que c'est parce qu'on vous avait raconté que vous n'avez pas les balles pour tirer avec votre Kalachnikov, qu'on vous fait payer les munitions ou des choses comme ça, il faut faire attention dans la façon de présenter les récriminations. Hein. Bon. Et puis, dernière partie, si vous voulez, c'est revenir. C'est-à-dire, effectivement, la question se pose. Et donc, j'explique qu'il y a quand même plusieurs possibilités. Vous pouvez retourner en Arabie Saoudite. L'avantage de l'Arabie Saoudite, si vous n'avez pas le passeport, c'est plus compliqué. Hein, parce que la Oumma, pour les Saoudiens, c'est quand même la communauté musulmane. Mais enfin, si on a le passeport saoudien, c'est quand même mieux. Donc, retourner en Arabie Saoudite, vous avez des programmes de déradicalisation qui sont très, très efficaces, puisqu'effectivement, ils transforment un salafiste djihadiste en wahhabite. Et évidemment, là, le chemin est assez court à parcourir. La seule condition qu'on leur demande, c'est de ne pas faire d'attentat sur le territoire saoudien. S'ils vont tuer du juif en Israël, ce n'est pas un problème. Mais par contre, ils sont pardonnés, puis ensuite, ils ont de l'argent, on entretient la famille, ils ont un boulot, etc. etc. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième, c'est partir aux États-Unis. Partir aux États-Unis, vous avez l'avantage du logement gratuit, de l'abri gratuit. Bon, vous avez des conditions de torture aussi, éventuellement, qui ont été légalisées, rappelez-vous, par l'équipe George Bush. Le problème, c'est que vous y êtes pour une durée indéterminée. C'est-à-dire, vous avez bien Guantanamo, il y a toujours des gens qui attendent d'en sortir. Et donc, faire attention au retour. Moi, je continue à conseiller de revenir en France, parce que malgré tout, la justice française est encore celle qui fonctionne à peu près le mieux. Et que même s'il faut passer par la case prison, de toute façon, on est au moins garanti de ne pas disparaître dans une salle de torture. C'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, je me suis amusé à écrire ça. Enfin, je me suis amusé à écrire ça pour que ce soit lisible. Et j'ai commencé mon bouquin en disant quand même une chose qui me paraît importante et à rappeler, c'est que si je reçois des menaces de mort alors qu'en fait je ne critique pas le prophète, que je trouve plutôt un personnage assez étonnant et assez remarquable,
c'est que le type qui émet des menaces de mort sur moi se prend pour le prophète. Et ça lui ferme les portes du paradis. Donc j'espère que ça va me protéger. Donc je pense que la présentation de Pierre vous donne une idée de la nature de cet ouvrage, avec quelques phrases quand même. Alors je ne vais pas toutes vous les citer parce que vaut mieux que vous le lisiez, mais il y a quand même une phrase, parce que tu es quand même très critique évidemment sur l'Arabie Saoudite. Alors il y a cette phrase: l'Arabie Saoudite est le Disneyland du salafisme, le Canada Dry de l'État islamique. Ça y ressemble, ça a le même goût, on y trouve les mêmes pratiques et les mêmes interdits en tout genre, mais ce n'est pas le vrai État islamique. Voilà, donc il y a ce genre de phrases. Bon, qui évidemment vont plus loin que la simple boutade. Et il y a un passage, alors là on est en dehors de l'anecdote, mais qui me semble quand même très, très intéressant, et ça peut faire partie aussi de la discussion qu'on peut avoir ensemble à partir de ces deux livres. C'est ce que tu dis sur l'État islamique et le comportement des dirigeants occidentaux à l'égard de cette organisation État islamique, où tu dis autre facteur de croissance rapide de l'État islamique, l'insondable bêtise des dirigeants occidentaux qui en ont fait leur principal ennemi au détriment d'Al-Qaïda en crise profonde. Nos stratèges ont diligenté une nouvelle opération militaire à laquelle les pays arabes, surtout ceux du Golfe, ne contribuent qu'avec la plus grande modération. Entre parenthèses, ils préfèrent de très loin taper sur les chiites du Yémen. Ils ont ainsi revivifié l'idée de croisade dont l'État islamique profite à plein pour recruter. Donc voilà, il y a aussi une réflexion évidemment sur ce qui se passe aujourd'hui, sur le rôle que joue l'Arabie Saoudite, sur les pratiques de cette organisation État islamique, et qui fait aussi réfléchir effectivement sur le comportement de nos dirigeants politiques, où là je dois dire que tu les écornes quand même assez sérieusement dans la conclusion en particulier. Voilà, donc on a eu ces... Tu veux réagir? Si tu veux, on a pratiqué tous les deux. Oui. Hein, bon. On a vécu tous les deux une expérience qui était quand même très importante, qui était d'avoir un patron intelligent. Par la suite, il y a eu des patrons qui l'étaient beaucoup moins, notamment dès que ça touchait au monde arabe. C'est ça, c'est très très grave. C'est-à-dire qu'il y a eu une poussée de néoconservateurs dans le système politique français, surtout dans le système diplomatique, pour lequel il y a plusieurs explications qui se sont conjuguées. Il y en a une qui est devenue qui est postérieure à 91, c'est la disparition de l'URSS. On entre à ce moment-là dans des opérations multilatérales. Et à ce moment-là, négocier des opérations multilatérales, ça veut dire avoir un mandat onusien qu'il faut bien négocier, avoir des rapports avec les Américains, les Anglais, etc. Enfin, tous ces gens qui font la police de la planète. Et donc, dans le Quai d'Orsay, c'est la filière affaires stratégiques et désarmement qui devient la filière noble. Les départements géographiques deviennent absolument sans intérêt. C'est-à-dire que la gestion de la crise a plus d'importance que la crise elle-même. Donc on ne cherche pas à comprendre, on cherche simplement à montrer que nous sommes un grand. Et le deuxième aspect qui m'a été expliqué par un diplomate aussi, qui est assez vrai, la position de Chirac refusant d'aller en Irak a créé un traumatisme à l'intérieur du Quai d'Orsay. Évidemment, il y avait eu le French bashing, il y avait eu tout ça. Rappelez-vous cette campagne de dénonciation de la France qui a vraiment traumatisé le Quai d'Orsay. Et les hommes politiques qui sont arrivés par la suite n'ont eu qu'un seul souci avec Sarkozy, avec Hollande, c'est de montrer que nous étions les meilleurs alliés des Américains, quel que soit notre niveau d'engagement. Et là, on est dans une dérive, si vous voulez, avec Fabius, qui a été quand même très très loin. Et donc là, on est sur quelque chose qui nous concerne, nous. Ce que vous disiez sur la vision des islamistes, c'est un peu de même nature. On a une pensée. Moi, je voyais par exemple l'autre fois une jeune fille dans la rue qui était voilée et elle avait un pantalon déchiré, vous savez, les pantalons à la mode. Donc je me disais, c'est très rigolo, je suis exactement dans votre position, c'est-à-dire il vaut mieux comprendre et savoir qu'est-ce que signifie pour une jeune fille, simplement par adhésion vis-à-vis de sa famille, de prendre le voile, simplement pour montrer qu'après tout, il n'y a pas de raison de ne pas être fière d'être musulmane, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Mais je trouve que la société française a quand même beaucoup évolué sur le sujet. Je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais moi j'ai trouvé que quand même... Évoluer dans quel sens? Évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, après les événements de janvier, les libraires disaient tous que les bouquins qui se vendaient le plus, c'était des bouquins sur l'islam, c'est-à-dire la volonté de comprendre. Et moi, je m'étais amusé, après le 11 septembre, à regarder comment se crée un choc traumatique dans une société, c'est-à-dire qu'est-ce qui était sorti sur le marché du livre dans les quelques mois qui avaient suivi le 11 septembre. Et sur le marché américain, je crois qu'il y avait à peu près 375 bouquins qui étaient sortis dans l'année, qui utilisaient toute la sémantique de la guerre froide, la 4e internationale, la menace islamiste, etc., le Al-Qaïda, machin. Le premier bouquin sur le 11 septembre étant sorti le 24 septembre. C'est quand même, ça prouve qu'il y avait un type qui avait marné quand même. Hein. Bon. Alors ça a été décliné sur tous les tons, c'est-à-dire le 11 septembre vu à travers les yeux d'un enfant, des choses comme ça. En France, c'était pas mal non plus, mais enfin, c'était déjà moindre. Par contre, après les attentats de janvier, si vous voulez, il y a eu très peu de bouquins qui étaient sur le ton de la menace ou sur le ton d'espèce de société secrète, si vous voulez, qui menace. Ça a été beaucoup plus un effort de compréhension
Et moi, ça me rassure plutôt. Je ne sais pas si c'est votre sentiment. Eh ben, en tout cas, ce n'est pas le sentiment du Premier ministre, hein, pour qui Manuel Valls, qui nous expliquait il y a quelques semaines que expliquer, c'est déjà vouloir excuser, ce qui est ahurissant à mon sens, ce genre de phrase. On a vraiment l'impression de revenir dans 1984, hein, l'ignorance, c'est la force. Comprendre, c'est certainement pas chercher à excuser. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé il y a quelques années, quand je venais de rentrer en France, d'ailleurs, j'ai eu à travailler sur l'affaire Mera. Et donc, j'étais à Toulouse au moment de l'assaut. C'était de m'apercevoir que dans la rue où était né Mohamed Merah étaient nés et grandi les chanteurs de Zebda. Exactement au même endroit, quasiment au même moment. Et on voit qu'il n'y a pas de déterminisme, hein. On a tous un cerveau, un libre arbitre, etc. Mais on voit comment le tissu social a pu produire deux réactions très différentes. Et la réaction des chanteurs du groupe Zebda est intéressante à ce titre-là, à mettre en miroir de la dérive d'un Mera. Donc oui, moi je pense que les gens ont besoin d'aller ont envie de comprendre. Enfin, je supporte pas, et en tant que journaliste, et Agnès sait ce que c'est, ou Ala, quand on nous dit non mais les gens peuvent pas comprendre, je ne supporte pas cette phrase-là, ça me hérisse. Si on fait l'effort d'essayer nous-mêmes, d'essayer en tant que journaliste de comprendre, c'est-à-dire d'aller voir sur place, de réfléchir, d'écouter ce que disent les autres, d'ingérer ça, de le digérer, parce qu'il faut pas que ça fasse ça, il faut que ça descende, que ça remonte et que ça se régurgite après coup. Oui, on peut. Tout le monde a envie de comprendre. Enfin, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, on est dans un temps aussi médiatique qui demande des réponses rapides, où on imagine qu'on a besoin de réponses binaires. Or, moi, je pense que une solution binaire, c'est précisément ce que propose l'État islamique, hein. On est mécréant ou on est avec le califat, et que c'est précisément pas dans cette narration-là, moi, que j'ai envie d'aller. Et c'est l'intérêt d'ailleurs de ces deux ouvrages, effectivement, d'essayer de mieux comprendre ces différents phénomènes. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand il y a eu le massacre de San Bernardino. Vous vous souvenez, c'est aux États-Unis, un couple pakistanais. Femmes nouvellement arrivées, enfin formées en Arabie Saoudite, etc. Et puis ils prennent les armes, on ne sait pas trop pourquoi, ils vont dans l'entreprise où travaillait le mari et ils tuent 14 personnes. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était le 360e ou le 370e mass shooting aux États-Unis de l'année 2015. Bon. Mais celui-là était grave parce que c'était des islamistes. Ça voulait dire, bon, tous les autres, vous en occupez pas, c'est nos mass shootings. Bon. Au lieu d'avoir le débat sur les armes, c'était le débat sur l'islam. Donc vous voyez comment, à travers une problématique déjà préconditionnée, puis vous avez pris le discours de Trump, il faut fermer la porte à tous les musulmans, etc. Vous voyez comment, à travers une espèce de prédisposition idéologique, on tire les conclusions qu'on veut. Le travail qu'a fait Claude Guibal et moi-même, enfin, c'est surtout d'essayer de faire comprendre, moi sous la forme comique, mais je vous conseille plutôt de lire son livre, c'est beaucoup plus sérieux. On va... Non, mais c'est plus sérieux parce que c'est vrai que ce sont des témoignages. Et ça, c'est très utile. C'est-à-dire bien sûr, dans la tête des gens en essayant de comprendre. De mieux comprendre, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'ils expriment, quoi. On ne va pas faire un débat contre les deux, parce que bon, même s'ils sont plutôt intéressants, l'idée, c'est quand même que vous puissiez, vous aussi, poser des questions, intervenir, et puis on peut évidemment élargir un peu le sujet. Mais voilà, maintenant, c'est à vous, si vous le souhaitez, de pouvoir poser des questions. Oui. J'aurais une question pour Claude Guibal, qui est une question de vocabulaire journalistique. Dans les médias grand public, la planète islam, en quelque sorte, s'est enrichie de nouveaux termes en très peu d'années. Islamistes, salafistes, djihadistes, etc. Et on a vu apparaître, il y a assez peu de temps, le terme de radicalité. Les jeunes radicalisés, des centres de déradicalisation, des jeunes en voie de radicalisation, etc. Je voulais savoir si, d'une part, le terme de djihadiste ne suffisait pas, si, par exemple, dans une rédaction comme celle d'Inter, vous en aviez discuté. Est-ce que vous-même, vous pensez que c'est un terme qui est satisfaisant pour se faire comprendre du grand public, en tout cas ? Cette question du vocabulaire, elle me semble essentielle, effectivement, et des mots utilisés.
En ce qui concerne la rédaction d'Inter, où je suis arrivée il y a 6 mois, je ne peux pas vous répondre dans le détail de tout. Je peux vous dire, par exemple, qu'on a des consignes sur Daesh. On ne dit pas le mot Daesh. Alors, les journalistes, si on est invité, disent Daesh, il n'y a pas de souci. Mais nous, on n'utilise pas le mot Daesh et on ne dit pas l'État islamique. C'est assez pénible quand on doit faire un papier en 1 minute 15 et que vous dites 3 fois le groupe État islamique, l'organisation État islamique, l'air de rien, ça vous bouffe 1 seconde à chaque fois. Quand vous faites 1 minute 15, honnêtement, c'est pénible. Mais ça, c'est un choix éditorial qui, moi, parfois m'agace, peut m'agacer parce que je me dis finalement on chipote sur des mots, etc. et tout. Mais finalement, les mots ont un sens et c'est une décision éditoriale de France Inter là-dessus. L'autre jour, j'ai été interviewée à propos d'Islamistan par Médien, qui est une radio basée au Maroc, qui émet essentiellement dans tout le nord de l'Afrique. Et puis, eux m'expliquaient que djihadistes, ils n'emploient pas ce mot-là à l'antenne. Ils refusent d'employer ce mot-là à l'antenne parce que, m'explique la journaliste, la majorité de leurs auditeurs sont musulmans et que pour les musulmans, le djihad, c'est pas nécessairement le djihad armé. Et le premier djihad n'est pas un djihad armé. Et effectivement, je conçois en quoi l'utilisation systématique du mot djihadiste, par exemple, sur un auditorat, par exemple, musulman, contribue comme ça à brouiller le message général. Donc, dire terroriste, dire tout ça. En même temps, Mourad Benchelali, qui est un ancien de Guantanamo que j'interroge dans le livre, dit à la fin, je vais reprendre exactement ses propos parce que je les ai trouvés intéressants venant de sa part. Mourad Benchelali donc, a été arrêté en Afghanistan en 2001, après les attentats du 11 septembre. Il était dans un camp d'Al-Qaïda à ce moment-là. Mourad Benchelali vient des Maguettes où son père était un imam plutôt très radical et son frère fait partie de la filière tchétchène et il était considéré comme un des artificiers d'Al-Qaïda à l'époque. Donc c'est une famille un petit peu particulière. Donc Mourad s'est fait arrêter là-bas à 19 ans et puis il a passé un certain nombre d'années à Guantanamo. Alors c'est à la fin et donc je trouvais intéressant d'aller interroger Mourad Benchelali qui aujourd'hui consacre l'essentiel de son temps à la déradicalisation, et c'est le mot qu'il emploie. Si vous lisez ce livre, je pense que son témoignage est extrêmement intéressant à entendre. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait de l'écouter parler. Et Mourad Benchelali, là-dessus, donc excusez-moi, pardon. Alors, voilà ce qu'il dit. Outre le fait qu'il dit que souvent le djihad est perçu comme la cause des conflits, alors qu'il faudrait souvent inverser le raisonnement. Il dit, et si c'était le djihad qui naissait des conflits et des régimes autoritaires, et là il me fait la liste le GIA, né du conflit avec l'armée algérienne, l'idéologie takfiri portée par Sayed Qutb en Égypte dans le contexte de la colonisation, les talibans et Al-Qaïda issus de l'invasion de l'Afghanistan, Daesh, l'enfant monstrueux de la guerre en Irak et compagnie. Et puis il dit, tous ces groupes ne sortent pas de nulle part, ils se nourrissent de la guerre et de la violence. Il s'était mis à parler de la responsabilité des sociétés, de la marginalisation, des laissés-pour-compte, des promesses non tenues. Il parlait d'enfin des musulmans à qui il reprochait d'avoir leur part dans la mauvaise image de l'islam en étant sur la défensive, disait-il, parlant de la religion comme s'ils parlaient d'eux-mêmes, comme s'ils avaient besoin de justifier leur propre interprétation. Il disait ne plus supporter ce qu'il appelait les postures, les formules toutes faites selon lesquelles l'islam ce n'est pas ça, c'est une religion de paix. Ceux qui véhiculent cette idée sans distance, dit-il, ont le souci de ce qu'on pense d'eux personnellement. Ils veulent donner une bonne image de la religion. Ils n'arrivent pas à dire qu'en islam, il peut y avoir tout et son contraire. À force de dire que tout est parfait, ils créent une vision binaire sans entre-deux, alors que les choses sont parfois plus complexes. Voilà ce que dit Mourad Benchelali aussi. Enfin, c'est son avis à lui. Il me semblait intéressant d'entendre un ancien prisonnier de Guantanamo porter lui aussi ce discours. Et c'est vrai que nous, en tant que médias, je sais qu'on est très nombreux à s'interroger comment on traite les choses, quels mots on utilise. Chaque mot a un sens, chaque mot signifie
quelque chose. C'est pour ça que quand j'entends, par exemple, quand je lis dans la presse l'idéologie wahhabite disséminée par les frères musulmans, je me dis, oh là, on mélange. Alors après, c'est vrai, on est dans le millimétrique, etc. Et tout, mais expliquer ce que c'est que l'islam politique, expliquer ce que c'est que le salafisme, c'est une autre chose. On peut expliquer les porosités en même temps entre ces mondes-là, comment on va de l'un à l'autre, etc. Mais je pense qu'il faut aller près et faire en tout cas très attention. Je pense qu'on a effectivement, de toute façon, et au-delà de la question de l'islam ou quoi que ce soit, une responsabilité dans les mots qu'on choisit. Mais sur le mot radicalité, c'est effectivement très compliqué parce que radicalité, elle commence où ? Enfin, elle commence où ? Vous avez peut-être une réponse. Oui, parce que quand j'ai fait le rapport sur la contre-radicalisation, qui n'était pas une commande publique, justement, je me suis posé la question. Et les sociologues ont une définition précise de la radicalisation. Ils expliquent que c'est la légitimation ou le passage à l'acte violent. C'est-à-dire c'est le rapport à la violence qui différencie par rapport à un fondamentaliste. Et ça, c'est effectivement une définition qui est très stricte et qui vaut mieux tenir. D'abord parce que ça vous permet de mettre toutes les dérives religieuses dans le même sac. N'oubliez pas quand même que beaucoup de sectes ont dérivé vers une forme de violence légitimée par le gourou. Le premier attentat non conventionnel dans l'histoire universelle, c'est l'attentat de Tokyo par la secte Aum Shinrikyo, qui était un mélange d'antisémitisme et d'anti-occidentalisme. C'est un truc très original. Mais enfin, il était très écuménique, ce brave homme, puisqu'en fait, il considérait que les victimes de l'attentat de Tokyo, de toute façon, gagneraient des places au paradis. Donc, il avait quand même cet avantage d'être humaniste malgré tout. Sur la polysémie, je trouve que c'est effectivement une des incompréhensions majeures. Quand nous, on utilise le terme djihad, on a cette connotation guerrière, alors que pour les musulmans, c'est la connotation de discipline, de rectitude religieuse. Et quand nous, on parle du terme de croisade, on a redonné à ce terme un sens positif, alors que pour les musulmans, c'est l'exemple même de l'invasion impérialiste, si vous voulez, qui a laissé beaucoup de traces. Et là aussi, les premiers croisés, quand ils ont pris Jérusalem, ont été très écuméniques, puisqu'ils ont massacré aussi bien les juifs que les musulmans, en prenant Jérusalem en 1099. Donc vous voyez, quand on définit le terme par un biais sociologique, on évite, si vous voulez, de le marquer par une... Sur le cas non seulement de Mourad, mais hier, j'ai rencontré Farid Benyetou. Farid Benyetou, vous voyez qui c'est ce type que les frères Kouachi et Koulibaly sont allés voir avant de faire leur attentat de janvier, qui a été condamné pour avoir trempé dans un certain nombre de préparations d'attentats, etc., et qui est sorti de prison et qui a fait une formation d'infirmier. Bon, on se dit, quand on a un passé comme celui-là, qu'il est visité par deux types qui vont passer à l'acte après, c'est très lourd. Bon. Or, il est dans cette phase justement de distanciation vis-à-vis de son passé. Tout son stage d'infirmier est justement fait pour se réinsérer dans la société française. Mais comme il a été visité par les frères, par les futurs terroristes des attentats de janvier, du coup, il ne peut plus exercer son métier. Et il voudrait pouvoir, si vous voulez, retrouver une espèce de processus d'intégration dans la société française que la société lui refuse. Parce qu'il a un casier judiciaire qui fait que dès qu'il fait un acte de candidature dans un hôpital, comme pour tous les infirmiers, on leur demande l'extrait numéro 3 du casier judiciaire et le sien est long comme un jour sans pain. Donc, vous vous rendez compte de ce côté un peu paradoxal, de ce défi qui est celui de la société française. C'est tous ces gens qui, aujourd'hui, renoncent à ce passage, parce que c'est pas un cursus, c'est pas, comme vous l'avez dit, c'est pas une trajectoire qui marque toute une vie. Il peut y avoir des rémissions. Comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de ces gens-là ? Ça aurait peut-être parler un peu de l'expérience saoudienne qui est intéressante. Alors oui, sur le terme, justement, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est Ibn Saoud lui-même, quand il crée l'État saoudien, qui dit nous ne sommes pas des wahhabites, parce que utiliser le terme de wahhabite signifierait qu'Abdel Wahhab, si vous voulez, est une espèce d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, ce qui est évidemment le contraire de sa propre pensée. Et donc il utilise le terme de salaf, c'est-à-dire qu'il dit dorénavant nous ne parlerons que de salafi. Donc la collusion entre le terme salafi et wahhabite enfin la collusion, la similitude est absolument totale. Moi, c'est un théologien musulman qui m'a dit le wahhabisme, c'est simple, c'est la version la plus raciste, la plus antisémite, la plus sexiste, la plus homophobe, et puis je ne sais plus, il a oublié les gens, de l'islam. C'est son interprétation. Il n'en est pas très loin, c'est vrai, il a raison. Et le salafisme, c'est effectivement à peu près ça. C'est-à-dire c'est un discours qui est continuellement de l'exclusion des chiites, de l'exclusion des juifs, de l'exclusion de l'autre, de la légitimation du massacre du type qui change de religion, etc. Bon. Donc ça, si on le prend sur le plan des idées politiques, il n'y a pas d'ambiguïté, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à Ibn Taymiyyah pour essayer de comprendre. Donc sur le fond, ce qui est très rigolo, je travaille en ce moment sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, c'est que selon les pays, soit on utilise le terme de wahhabite, soit on utilise le terme de salafiste. Et ce qui est rigolo, c'est que ça dépend de la relation que le régime a avec l'Arabie Saoudite. Par exemple, les Russes
parle tout le temps de wahhabites, parce qu'eux, ils s'en foutent de l'Arabie saoudite. Par contre, quand vous êtes dans les pays d'Asie centrale, où il y a quand même une grosse politique religieuse de l'Arabie saoudite, on dit que c'est les salafistes. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, non, mais attention, c'est pas l'Arabie saoudite, faites pas la confusion, c'est tout à fait différent. C'est exactement pareil. Mais vous voyez comment les termes peuvent peser dans un débat de politique extérieure, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, il y a un micro, on va prendre. Je vous remercie beaucoup pour deux exposés, c'est tout à fait passionnant. J'aimerais demander à Claude Guibal quelle est son analyse a posteriori sur ce phénomène d'islamisation auquel vous avez assisté en Égypte, ce que vous avez appelé une réislamisation. En fait, c'était extrêmement intéressant parce que alors que l'Égypte souffrait, hein, les Égyptiens... les Égyptiens étaient profondément meurtris par la situation des années 90 avec ces attentats qui touchaient certes les touristes, mais aussi les chrétiens, les institutions de l'État, donc les policiers, etc. et tout. Et quand on touchait au tourisme qui était un peu plus que naissant déjà à l'époque, mais c'était extrêmement violent. 97, l'attentat de Luxor, l'Égypte complètement vidée de ses touristes, c'était une catastrophe dans un pays où quasiment... un Égyptien sur 5 vivait plus ou moins directement de ce secteur. C'était terrible. Et cette islamisation, elle s'est faite par l'introduction de normes religieuses qui s'est faite par les classes supérieures. Ça a coïncidé avec une ouverture économique qui a été impulsée par un Premier ministre qui a levé certaines barrières douanières, etc. Et tout ce qui fait qu'on a vu arriver en Égypte tout un tas de choses qu'on n'avait pas avant, des vêtements, etc., des trucs à la mode. Toute une classe sociale s'est engouffré là-dedans, donc il a commencé à y avoir une valeur qui est arrivée très visible en Égypte, qui était la valeur de l'argent, et parallèlement à ça, il y a eu un phénomène très intéressant qui a été celui des actrices repenties, c'est-à-dire qu'il a commencé à y avoir des actrices très très célèbres, dont la première, en fait, je crois, c'était Suzy Mazar, qui ont rencontré un jour un prédicateur qui les a séduites, et Suzy Mazar s'est retirée de la scène, s'est mise à porter le voile et a commencé à organiser chez elle des salons comme on pouvait le faire au siècle des Lumières, des salons littéraires. Là, c'était des salons islamiques qu'on appelle les cercles, les halakas. Donc le principe... Alors, ça a commencé par la haute. Hein. Imaginez, je sais pas, Fanny Ardant qui d'un coup se met à porter un niqab. Et voilà. Donc, concrètement, les gens, leurs copines, etc., pour s'approcher de la star, venaient dans ces cercles. Et puis, l'une imitant l'autre, ça commençait à faire boule de neige. Et donc, les femmes de la bourgeoisie égyptienne ont commencé à faire ça aussi. Donc, il était très à la mode d'aller comme ça. Le mardi, on va chez une telle. Le vendredi, on va chez Machine. Alors, moi, j'ai assisté comme ça à certains de ces cercles. Un appartement, 10, 20, 30, 40 femmes, pas forcément voilées d'ailleurs, enfin ça dépend où vous allez, et puis un prédicateur ou une prédicatrice au milieu qui parle et qui fait une espèce de leçon comme ça pendant 1 heure. Alors ça peut être comment bien élever les enfants dans l'islam, ou les problèmes de couple, enfin, ça peut être vraiment tout et son contraire. Mais de toutes les questions de la vie quotidienne, tout le monde fait ah, oh, oui, ah, machin. On boit du thé, c'est sympa. Et puis hop, le lendemain, on va chez une autre, etc. Et donc tout ça, moi, ceux auxquels j'ai assisté, c'était vraiment pas très radical. Mais ça contribue au quotidien à faire entrer un certain nombre de normes religieuses et à les remettre sur le devant. Parallèlement à ça, début d'Internet, des sites Internet, et ce que je raconte dans le livre, notamment l'essor d'un site qui s'appelait Islam Online, qui, si vous tapez sur Internet, il existe encore. Il n'est plus aussi abondé qu'avant, mais il existe encore. Donc, il existe aussi dans une version en anglais. Islam Online était célèbre pour sa banque de fatwa. Alors, contrairement à l'idée qu'on en a, on parlait des mots, fatwa, ça ne veut pas dire arrêt de mort, c'est un avis juridique.
Et il peut y avoir des fatwas contradictoires. Selon qui est sur la même question, il peut y avoir autant de fatwas que de cheikhs qui les auront professés. Mais et donc la banque de fatwa, le Islam Online par exemple organisait des fatwa sessions. Donc vous vous connectiez et vous vous disiez, vous pouviez dire, alors voilà, je suis diabétique, Ramadan, est-ce que j'ai le droit est-ce que je prends mon insuline pendant Ramadan, est-ce que c'est licite ou pas licite, et donc ou pas licite. Donc vous aviez le cheikh qui répondait, non mais ça y a pas de problème, machin, etc. Je vais chez le coiffeur, j'ai de l'eau qui rentre dans l'oreille pendant Ramadan, et je rigole pas, hein, c'est vrai, c'est des vraies questions. Est-ce que j'ai rompu le jeûne parce qu'il y a de l'eau qui est rentrée dans mon oreille pendant Ramadan ou pas? Mes enfants sont invités au goûter de Noël des voisins. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que c'est licite ou pas licite? Donc tout ce genre de petites questions du quotidien. Vous y aviez des réponses très facilement, et puis on clique sur un autre truc, et ainsi de suite. Bref, j'allais dire la vulgate religieuse, elle rentrait au quotidien chez tout le monde. Dans les supermarchés, donc je vous parlais donc ce consumérisme qui commence à ce moment-là, on voit, alors au lieu d'avoir les vieilles cassettes audio toutes pourries, vendues à la sortie des mosquées, toutes poussiéreuses, du cheikh machin, avec sa voix d'outre-tombe, qui promet tous les châtiments, etc. Eh bien, dans les supermarchés, on commence à trouver les DVD, etc., de prédicateurs comme Amr Khaled, qui a contribué très largement à ce phénomène de réislamisation. Amr Khaled, c'était le prédicateur à la mode, qui, lui, alors je raconte la première rencontre avec lui, d'ailleurs, dans le livre. Amr Khaled, il était adorable. Toutes mes copines m'en parlaient. Ah, tu n'as pas vu l'émission d'Amr Khaled? Et Amr Khaled, il a dit machin. Amr Khaled, il a dit ci. Et Amr Khaled a été un des principaux vecteurs qui ont poussé énormément de jeunes femmes ou de leur mère à se voiler. Ce qui était assez perturbant. Vous alliez dîner chez des copines, vous ouvriez l'album de famille, et là, tout le monde, en 1970, tout le monde est en robe sans manches et en mini-jupe. Et puis, en 2000, la même personne qui dit « Oh, j'avais de jolies jambes quand même à l'époque, mais aujourd'hui... » Et la dame est voilée, elle a d'ailleurs un superbe voile, et elle m'explique que oui, Amr Khaled, en l'écoutant, eh bien, j'ai compris que... je n'étais pas dans le péché de ne pas porter le voile, mais que le voile, si je devais le porter, ça devait être l'aboutissement d'un chemin, ça m'a fait réfléchir, etc. Et puis, tu vois, le voile, il n'a pas nécessairement pour obligation d'être noir, austère, etc. On peut l'assortir à nos vêtements. Là, au même moment, en Égypte, se mettent à proliférer des magasins où vous pouvez acheter alors ce qu'ils appellent les chauffe-bras, qui sont des espèces de manches amovibles ou des tours de cou, par exemple. Voilà, moi, j'en mettrais un comme ça. Voilà, moi, c'est pas du tout ça. Qui vous permettent d'être à la fois habillé à la mode sans montrer un gramme de chair, donc vous pouvez avoir un col roulé couleur chair, ça vous empêchera pas de porter un joli top à bretelles dessus. Donc finalement, les valeurs du marché qui se combinent plus ou moins harmonieusement avec les valeurs religieuses qui sont mises en avant justement par des prédicateurs comme Amr Khaled. Mais alors on peut en rire, sauf que Amr Khaled, il a, quand je lui ai posé la question, et il avait un discours qui était assez perturbant, parce qu'il disait, regardez l'islam, qu'est-ce que l'islam a apporté au monde depuis l'époque d'Averroès, etc. et tout. Alors nous étions, nous portions la science, nous portions les mathématiques, etc. Et depuis 4 siècles, 5 siècles, quoi, rien. Et pourtant nous sommes 1 milliard ou je ne sais pas quoi. Et notre société, nous ne sommes plus porteurs de quoi que ce soit, alors qu'on a cette jeunesse que je vois devant les matchs de foot, ils font rien, etc. Alors qu'ils sont créatifs, ils ont des trucs, etc. Et la religion, disait-il, doit être un canal pour cette énergie, pour tout ça. Donc, Amr Khaled s'était mis à lancer comme ça des clubs de jeunes, ou alors, impulsé par lui, on allait récolter des couvertures, des vêtements, des ceci, des cela, bref, une espèce de société civile qui se créait sous son impulsion, et tout ça provoquait, enfin moi je voyais autour de moi, c'était hallucinant le nombre de gens qui le suivaient comme un gourou.
Alors, Amr Khaled, à ma connaissance, n'a jamais eu de propos radicaux légitimant les attentats suicides ou quoi que ce soit, etc. Mais il voyait la religion comme un moyen de... Enfin, en tout cas, il présentait la religion comme un moyen de canaliser les aspirations d'une jeunesse qui était dégoûtée par le politique, dégoûté qui ne pouvait, qui disait, il disait, de toute façon, on est dans des dictatures, donc vous avez 19 ans, vous avez 20 ans, vous allez voter ici, vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour Moubarak? Non. Donc, il disait que finalement, la seule chose, disait-il, à quoi on peut croire et qui ne décevra pas, c'est Dieu, parce que tout le reste, disait-il, déçoit, et dans le compromis et dans le mensonge, et que donc voilà, il fallait utiliser cela comme une force positive pour la jeunesse. Juste une anecdote. En Algérie, au moment des années de poussée du fils, il y avait une blague qui circulait en Algérie que je trouve très caractéristique, c'est l'ivrogne, à qui on lui dit « Mais pourquoi tu votes fils ?» Il dit « Parce que si je suis arrêté par un gendarme ou du régime actuel, il me prendra ma bouteille et il la gardera. Tandis qu'un type du fils, il me la prendra, mais il la cassera. » Ça va très loin comme remarque, parce que c'est vrai que c'était tout à coup une espèce de civisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est pour l'enregistrement. Non, mais c'est pour l'enregistrement. C'est mieux. Et c'est enregistré. J'ai bien apprécié ce petit passage sur Amr Khaled qui... Pardon, excusez-moi, qui en réalité a peut-être un peu plus un look de star et puis de fan club et puis beaucoup de jeunes femmes qui le trouvent très beau, etc. Donc voilà, vous avez un peu édulcoré le personnage, mais Je peux effectivement, elles en étaient dingues. Voilà. Mais justement, on parlait des chairs poussiéreux. Amr Khaled, il était en polo à la télé. Bon, il a une petite voix un peu comme ça, donc faut aimer. Mais sinon, effectivement, tout le monde disait il a un look de grand frère. Enfin, c'est un pote. Oui. Alors, ma question, alors je ne sais pas si elle peut être circonscrite donc au cas égyptien. Et dans ce cas-là, en effet, on pourrait essayer de trouver une forme de réponse. Ce que je voudrais savoir, c'est cette illustration de mouvements que l'on peut retrouver dans d'autres religions, je pense notamment aux protestants, dans d'autres contrées géographiques, qui ont aussi comme ça des leaders charismatiques, etc., et puis qui réévangélisent donc les populations. Donc, toute proportion gardée, est-ce que vous pensez que ce type de mouvement derrière des leaders dans des sociétés très, je veux dire, renfermées, avec une dictature où il n'y a pas de grande marge de manœuvre pour exister socialement, est-ce que ça constitue une digue ou un sas à quelque chose de plus violent, quelque chose qui ensuite va devenir de l'ordre de la guerre, de tuer l'autre, etc. Parce que quand on explique en fait ce que vous dites vous et ce que vous dites vous, on essaye de savoir s'il peut y avoir des ramifications, est-ce qu'il peut y avoir une passerelle. Et moi, ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que finalement, sans être, je veux dire, vous avez dit que c'était inoffensif, et je pense qu'à Amr Khaled, c'est plus télévisuel, et puis il y a un marketing derrière, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous échapper, c'est-à-dire en fait un conditionnement psychique de personnes qui, en ne connaissant pas toutes les variables existantes à ce jour, au niveau des experts, des chercheurs, etc., pourraient expliquer le fait qu'on passe à la violence, qu'on devienne, voilà, comme vous avez dit, djihadiste ou autre, tout dépend de quel endroit on se pose. Et c'est ça que j'aimerais comprendre, parce que le sujet se pose aussi en France. On a aussi en France, bon, de manière totalement, je dirais, plus petite, mais on a des leaders, on a des gens qui essayent d'émerger, etc. Mais même dans la mouvance salafiste française, piétiste, quiétiste, on a des leaders qui sont en train d'émerger. Et donc d'ici 20 ans, 30 ans, on risque d'avoir en fait les mêmes problématiques peut-être en France, et essayer de comprendre est-ce que finalement ces gens-là vont uniquement rester en mode... alors je vais emprunter un petit peu votre vocabulaire. Est-ce qu'on restera avec des Amish de l'islam, ou est-ce qu'on va avoir des ninjas de l'islam Voilà, donc c'était la petite métaphore. Quelle des deux répondre? Ma réponse, c'est que j'aimerais tellement avoir une réponse.
Sérieusement, j'aimerais vraiment avoir une réponse. Parce que ces 20 ans m'ont pas donné de réponse à ça. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'est-ce qui fait qu'on passe du fondamentalisme, j'allais me dire même son fondamentalisme light, si on peut dire ça, au fondamentalisme et au radicalisme, c'est-à-dire le passage à la violence. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'à un moment, paf, il y a la bascule? J'ai pas de réponse. Franchement, et si on en avait, je pense que on n'en serait pas là aujourd'hui. Par contre, et moi, je suis journaliste. Je suis pas penseur, je suis pas philosophe, je suis pas homme politique. Et là-dessus, je pense qu'on a tous une responsabilité dans cette question-là. C'est-à-dire que ce passage à la violence, on enlève l'aspect religieux, hein, parce que comme vous l'avez dit, on peut passer à la violence au nom de l'islam, on peut passer à la violence au nom de tout un tas d'autres choses. Qu'est-ce que c'est qui fait la bascule? Moi, j'ai pas la réponse. En ce qui concerne Amr Khaled et ce côté Islam light, etc. Je pense qu'effectivement, dans ce qu'il disait, c'était pas très scandaleux. Ce que j'ai pu noter, c'est que ça avait permis vraiment, j'allais dire une banalisation, mais en tout cas que la question de la religiosité, pas de la religion, hein, de la religiosité et de ces pratiques ostentatoires, en fait, parce qu'en plus c'était devenu en Égypte notamment, où ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que je l'ai pas souvent observé ailleurs dans le monde arabe, mais en Égypte, la zébiba, qui est le cal obtenu par la répétition de la prière. Je ne l'ai pas vu beaucoup en Arabie Saoudite, je ne l'ai pas vu beaucoup ailleurs, mais alors en Égypte, on disait même que certains se passaient la zébiba au charbon, des choses comme ça, pour qu'on voit que c'était des gens particulièrement pieux. En Égypte, il y avait une espèce de mise en avant. Je suis un bon musulman, je suis un vrai musulman, j'ai une zébiba, j'ai un foulard. Ok, c'est Vuitton, mais c'est un foulard. Mais il y avait, voilà, parce que il y avait ces pratiques ostentatoires et qui ont été mises à la mode par des gens comme Amr Khaled. Après, porter un foulard, voilà, ça n'explique pas ces gens qui portent. Enfin, moi, énormément de mes amies qui portent un foulard aujourd'hui, elles sont, je pense qu'elles ne. Non, la question ne se pose même pas. Je veux dire, la radicalité pour elles, c'est rien à voir. Sauf que nous, dans notre perception ici en France, on parle pas de la même chose. Enfin, si on va pas écouter, si on va pas essayer de voir justement qui sont ces femmes qui un jour elles ont porté des mini-jupes et puis 20 ans plus tard elles portent des voiles et pourquoi elles portent des voiles, évidemment on sera toujours dans notre grille de lecture. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de à nouveau, donc 180 degrés, de me mettre à leur place. Oui, chez les chiites, ils sont quand même beaucoup plus astucieux parce que vous savez, ils posent une petite pierre sur le sol pour faire la prière. Alors, ils la font chauffer un peu avant, comme ça, ils sont sûrs que ça marque plus. Hein, donc, et puis après, effectivement, on peut. Zawahiri, par exemple, vous avez remarqué, il a effectivement lui aussi ça. C'est vrai qu'effectivement, le passage à la violence reste une espèce de comportement individuel. C'est ça qui est très difficile, qui rend très difficile la réponse à votre question. Regardez, dans la famille Ben Chelali, vous aviez le père expulsé parce qu'il avait fait une interview dans Lyon Mag pour expliquer comment frapper sa femme légalement au sens coranique du terme, évidemment. Et il disait on n'a pas le droit de la frapper, assis à ça. Bon. Un des frères est arrêté dans la filière tchétchène parce qu'il était recruteur pour aller se battre en Russie. Un des autres frères est arrêté parce qu'il préparait un attentat chimique contre l'ambassade russe à Paris. Et lui, le Ben Chelali, part en vacances en Afghanistan à l'époque des talibans. Donc vous dites, ou bien c'est un pied nickelé, ou alors effectivement il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Et c'est vrai qu'il décrit son histoire comme une espèce de phénomène où il est progressivement emporté dans un truc. Il va traverser les montagnes d'Afghanistan pour passer au Pakistan au moment où les bombardements américains commencent. Il voit Jamel Loiseau tomber dans un trou qui va mourir de froid, si vous voulez, pour vous dire si son parcours était vraiment le parcours où il n'a pas eu le temps de se former militairement. Il va arriver au Pakistan, et au Pakistan, il est livré par des paysans pakistanais à l'armée pakistanaise, parce que ça rapporte du pognon de livrer des talibans qui arrivent d'Afghanistan. Donc, si vous voulez, ça lui fait un tas de chocs dans son espèce de parcours où on ne sait pas très bien quelle est sa motivation de départ. Toujours est-il qu'aujourd'hui,
il est effectivement à faire de la déradicalisation. Il vient, alors épisode sur lequel une anecdote, je fais un débat avec lui au Sénat, invité par le Sénat français. Le Sénat lui a pas payé son déplacement. C'est moi qui lui ai payé son déplacement. Il était venu avec Blablacar en plus, je n'ai pas payé très cher. Mais c'est pour vous dire si on traite de manière totalement désinvolte ce genre de profil. Ça, c'est vraiment très très grave. Autre exemple, celui de Mera. Vous avez le Mohamed qui fait les attentats. Vous avez le frère Abdelkader qui va l'aider à préparer ces attentats, qui est un salafiste bon teint. Vous avez la sœur qui va justifier l'attentat du frère. Et l'entretien avec la sœur est fait par l'autre frère qui, lui, par contre, dénonce l'attitude de ses deux frères et de sa sœur. Donc, il faut faire très attention. C'est un des dangers de l'état d'urgence, c'est de faire de ramassage ou chalut. Et on a absolument besoin des élites de la communauté française de culture musulmane pour éviter que des gestes de fondamentalistes soient pris pour des gestes de radicaux. Ça, c'est extrêmement important. Épisode à Roissy qui s'est vécu à l'époque, il y a quelques années. De Villiers avait fait un article sur une cellule islamiste à Roissy. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode. Le préfet du 93 a pris immédiatement un certain nombre de mesures, si vous voulez, privant les gens de leur badge de sécurité sur Roissy. Un des patrons d'une des associations musulmanes est allé voir le préfet en disant « Mais non, vous vous trompez, là, vous êtes parti sur des critères qui sont faux. » Et il a expliqué, celui-là, il fait la prière, et c'est pour ça qu'il se disparaît de temps en temps. Celui-là, il porte la barbe, mais, etc., etc. Bon. Et le préfet lui a dit « D'accord, mais est-ce que vous vous engagez à me garantir que ceux à qui je vais rendre les badges n'auront pas de problème ?» Il dit « Écoutez, je veux bien prendre le risque. » Toujours est-il qu'effectivement, il a rendu un certain nombre de badges. Comme ça avait pris du temps, un certain nombre d'autres ont dit la France ne nous aime pas, donc ils sont partis. Et d'autres à qui on n'a pas rendu le badge. Mais vous voyez, c'est ce genre de pratique sur laquelle il faut absolument avoir l'adhésion de cette communauté. Aujourd'hui, vous avez une catégorie sociale qui est extrêmement difficile à définir, c'est les musulmans athées. Vous voyez comment on est obligé de les définir par une antinomie dans les termes. Bon. Et c'est ça la variété de la société française. C'est pour pouvoir faire véritablement quelque chose qui fasse que le passage à la violence soit le plus limité possible et puis qu'évidemment, il soit détecté, mais dans les formes policières et judiciaires qui soient les meilleures, quoi. Juste un mot sur le voile, parce que moi j'ai beaucoup aimé. Je me suis beaucoup intéressé au cinéma iranien, parce qu'une fois j'ai posé la question à l'ambassadeur en disant comment avec un régime de merde comme celui que vous arrivez à faire du cinéma comme ça. Et il m'a dit mais c'est très simple. Au début, la République islamique a interdit le cinéma. C'était haram, c'était pas bien, etc. Rappelez-vous, il y avait un attentat à Abadan à l'époque de la Révolution où il y avait 400 personnes qui avaient brûlé vives quand même, parce qu'ils avaient fermé les portes d'évacuation. Interdiction du cinéma. Et puis il y a la guerre, Iran-Irak. Alors quand même, ils se rendent compte que la propagande cinématographique, ça peut quand même aider. Donc ils se remettent à faire des films, avec des films de guerre, etc., etc. Et puis, quand la guerre se finit, la société iranienne avait quand même besoin de souffler. Donc il fallait alimenter les canaux de télévision et de préférence pas avec des films de guerre. Or, ils ne pouvaient pas acheter américain, pour des raisons compréhensibles. Ils ne pouvaient pas acheter du film indien, parce que ça danse tout le temps, avec des femmes dont le ventre est dévoilé. Donc il a fallu faire de la production locale. Et ils se sont mis à faire de la production locale. Mais comme les contraintes étaient très fortes et qu'il fallait que les femmes soient voilées, il fallait quand même pas que dans le cinéma... Alors même quand elles étaient dans leur chambre et qu'elles allaient se coucher, elles étaient toujours voilées, si vous voulez. Donc c'était très rigolo. Mais aujourd'hui, vous voyez bien, si vous allez voir un film iranien, que vous vous rendez compte que la distance qui a été prise vis-à-vis des premières règles de la Révolution vous donne un cinéma d'une extraordinaire qualité. Simplement, si vous allez au Festival de Cannes et si vous voulez qu'on parle de votre film, il vaut mieux que vous racontiez que le régime n'a pas cessé de vous emmerder, même si c'est lui qui a financé votre film. J'arrête là. Eh ben oui. Il y a des chaises vides. Hein, oui. Il y a des chaises vides, mais il y a aussi des films qui sont faits avec les mêmes actrices, avec les mêmes réalisateurs, et qui effectivement sont très critiques vis-à-vis du régime, et qui sortent. Mais c'est ça qui est intéressant, justement, c'est tous les paradoxes de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, d'une autre façon, etc. C'est ça qui rend fascinant. L'Iran, c'est cette capacité à aller d'un côté, de l'autre de la ligne rouge, de la bouger, de repartir dans un sens, et la vitalité de la société iranienne et sa prodigieuse. Voilà. Il y a un truc, on ne se rend pas compte, je crois que vous l'avez très bien décrit pour l'Égypte, du choc que représente la mondialisation culturelle dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles le système de valeurs est différent. Moi, j'ai été très frappé par l'épisode Abu Ghraib. L'épisode Abu Ghraib, rappelez-vous, ce sont ces photos qui sortent d'Abu Ghraib prises avec des téléphones portables par des soldats américains pour dénoncer des tortures ou des humiliations qui avaient été faites sur des prisonniers. Et parmi ces humiliations, ça consistait à mettre dénudés des hommes devant un soldat femme. Et probablement, ça a beaucoup fait rire aux États-Unis, parce que c'est une société dans laquelle la nudité n'est pas considérée comme quelque chose de particulièrement dégradant. Or, dans les sociétés musulmanes, la décence est une valeur. Donc pourquoi est-ce que la décence pourrait être une valeur
stupide par rapport à simplement cette espèce de nudité agressive, si vous voulez, ou l'instrumentalisation du corps de la femme, comme on le fait dans nos sociétés, pour vendre du yaourt, de la voiture, de tout ce qu'on veut. Mais tu racontes ça dans le livre. Oui, Il y a oui. des choses très intéressantes dans le livre. Voilà, du même niveau. Et moi, ce que ça m'inspire aussi, c'est 2001. Les attentats du 11 septembre, je suis au Caire, je vois les tours tomber, je suis dans une rue du centre-ville du Caire avec les gens tétanisés autour de moi. Et je me souviens aussi de toute la bonne société égyptienne, occidentalisée, etc. C'est là où on parle de la mondialisation. Qui a l'habitude d'envoyer ses gosses étudier à tel ou tel endroit aux États-Unis, etc., qui arrivait à New York ou à Washington, excusez-moi, ah oui, passeport arabe, machin, et le propriétaire de mon appartement, qui était un copte chrétien, se fait comme ça arrêter à son arrivée aux États-Unis parce qu'il est égyptien, parce qu'il y a eu les attentats, que c'est un Égyptien qui est à la tête du commando du 11 septembre, Mohamed Atta. Et donc, même ce copte égyptien se voit immédiatement, et donc arabe, terroriste, musulman, l'amalgame est fait. On se rend absolument pas compte du choc, de la violence de ce choc-là sur les sociétés arabo-musulmanes, mais arabes en général. Une anecdote vécue par des amis libanais maronites. Ils étaient en Indonésie. Et en Indonésie, bon, il y a une montée assez forte du sentiment d'adhésion à la religion, enfin une poussée de l'islamisme, etc. Et en passage devant une mosquée, ils entendent un chant libanais qui est en fait un chant d'amour. Pourquoi tu m'as quitté, etc. Alors ils s'approchent, ils parlent avec les Indonésiens en disant, mais qu'est-ce que vous passez comme musique là? Il dit, ça c'est de la musique religieuse. Alors ils disent, mais non, c'est pas de la musique religieuse, c'est de la musique des chants d'amour. Il dit, mais qui t'es-toi? Il dit, moi je suis arabe. Il dit, mais t'es musulman? Il dit, non, je suis chrétien. Comment, t'es arabe et t'es chrétien? Donc c'est un choc pour tout le monde là. Dans tous les sens du terme. Est-ce que vous avez encore des... Oui. J'ai une petite question, je vais ramener le débat à des questions picrocolines, mais on est dans la poursuite du débat que nous venons d'avoir sur la radicalisation. Qu'est-ce que vous pensez des querelles d'universitaires français, politologues, islamologues, sociologues, sur l'islamisation de la radicalité ou la radicalisation de l'islamisme ? Ça fait référence à un débat entre Olivier Roy, Gilles Kepel, Bernard Rougier, enfin voilà, tous ces chercheurs effectivement spécialistes du monde arabe. On a travaillé avec Agnès sur un certain nombre de sujets, comme par exemple l'Algérie, et puis je constate que la maladie s'étend. Travailler sur le monde arabe, ça rend fou. Il y avait un spécialiste qui disait, si vous ne comprenez rien au Moyen-Orient, c'est que vous avez commencé à comprendre. Et c'est vrai que on est frappé de la violence de cette querelle qui est en fait une querelle scientifique, mais qui en même temps contient des aspects politiques importants derrière. En gros, vous la connaissez, il y a Olivier Roy qui dit c'est une islamisation de la radicalisation, donc il dit les anciens d'Action Directe aujourd'hui passeraient chez Al-Qaïda, etc. Et Kepel qui dit mais pas du tout, c'est une islam radicale, etc. Bon. De toute façon, c'est les deux. C'est les deux, mais quand vous voyez la catégorie socio-professionnelle qui sont les jeunes partis en Syrie, vous avez tout à la fois des itinéraires de déshérence sociale et donc de gens qui normalement auraient pu basculer, j'en sais rien, qui auraient peut-être voté Parti communiste en d'autres temps, qui seraient peut-être partis dans l'extrême gauche, etc., qui vont se radicaliser. Mais vous avez en même temps des enfants de classe moyenne qui vont y partir. Donc ils ont raison tous les deux. Mais vous savez, les guerres picrocolines, c'est les plus dures à régler. Hein. C'est comme les clans corses. Hein. Oui, moi, j'ai exactement le même sentiment, c'est-à-dire que je trouve que bon, puis c'est des querelles qui sont très très anciennes et qui ont fait, je veux dire, je pense que ça date déjà d'il y a 20 ans. Et puis et puis il y a toutes les écoles qui en sont nées aussi, tout ça. Non, moi, ce que ça me montre surtout, c'est que, enfin, moi personnellement, j'ai de l'intérêt dans toutes leurs thèses, qui, je pense, d'ailleurs, je trouve que quand on les met toutes à côté, on voit l'excellence de la recherche française sur ces sujets-là. C'est surtout ce que je vois, c'est que on a quand même des types d'une intelligence prodigieuse qui ont fait un travail remarquable, qui a été relativement
très très bien ignorée par les politiques, par les institutions depuis des années quand même, hein, et aussi peut-être par les médias, parce qu'on trouve aussi assez plus facile de trouver des types qui vous font des réponses en 40 secondes que des fois de poser la question à des chercheurs qui sont peut-être pas toujours alors médiatiquement ou accessibles, ou qui eux-mêmes cultivent une certaine forme de défiance vis-à-vis des médias, puisqu'on vulgarise tout et que forcément on fait des raccourcis et qu'on n'est pas des spécialistes. Donc je pense que des fois la question elle se pose dans les deux sens. Mais moi bon, après, je suis pas chercheur moi-même, hein, mais moi je trouve que l'excellence de la recherche française, elle est impressionnante, elle est vraiment impressionnante. Moi, j'ajouterais une chose, c'est que mon rêve serait qu'on fasse à l'IREMO un débat entre Keppel et Roy, et que sauf que ça n'est pas possible, parce que ce sera absolument pas envisageable pour l'un comme pour l'autre d'accepter de se mettre autour de cette table-là et de les faire parler. Et c'est ça que je trouve dramatique dans cette histoire. Parce que ce que dit Claude est juste. Quand on lit les papiers et les travaux des uns et des autres, il y a évidemment plein de choses intéressantes. Il y a une connaissance de terrain, pas forcément du même terrain, mais il y a une vraie connaissance du terrain, de ces sociétés. Donc il y a des choses évidemment passionnantes à entendre. Et ce que l'on lit, ce sont simplement des règlements de compte par tribune interposés parce qu'ils s'écharpent en disant toi t'as dit ça mais c'est pas ça et c'est moi qui ai raison et moi j'ai l'arabe, toi tu lis pas l'arabe et moi je connais tel truc, alors que moi j'adorerais, mais sans provocation, faire un débat comme on en fait ici, sauf que alors moi je me mettrais pas au milieu, je sais pas qui en demanderait, mais ce que je trouve absolument déplorable, c'est que ça ne soit pas possible, ce soit même pas envisageable, parce qu'ils refusent. Je vais vous dire, l'un des deux à qui j'ai proposé un jour, il n'y a pas très longtemps, de faire un débat dans une autre enceinte que l'IREMO, qui m'a dit oui mais je suis tout seul. Texto. Je vous dirai pas lequel des deux, peu importe, parce que les deux auraient eu exactement la même réponse. Donc, ce que je trouve de très grave, moi, c'est ça. C'est pas tellement ce qu'ils racontent, parce que effectivement, il y a des choses à prendre des deux côtés, mais leur incapacité à pouvoir dialoguer et avoir un vrai échange sur des questions. La preuve en est faite ce soir, qui nous passionne et qui nous intéresse, et pour lesquelles on a besoin d'avoir des réponses, mais des réponses qui soient pas simplement moi je dis ça contre l'autre, mais qu'on essaye de mettre tout ça ensemble pour y voir plus clair. L'attribution des fonds publics. Alors après, il y a toute la question, effectivement, dans quelle structure on est, avec quel financement derrière, et donc il faut apparaître comme étant celui qui a la plus de capacité à... Voilà. C'est vrai que c'est aussi un élément qui est... Il y a aussi une espèce de mirage des universitaires français qui est l'être conseiller du prince. Quand on était ensemble à la délégation des affaires stratégiques avec Agnès, quand on faisait le tour des universitaires sur des sujets qu'on trouvait importants, on insistait pour les payer. Parce qu'on estime qu'il y a une expertise à entretenir. Or, le système français, c'est vous avez l'accès aux princes, vous devriez être content. Hein, si vous êtes conseiller du ministre, c'est encore mieux. Et cette espèce de querelle symbolique est particulièrement perverse. Parce que ce n'est pas reconnaître qu'il y a 20 ans de travail qui mérite rémunération. Si vous faites venir un ingénieur conseil, c'est 2 000 € par jour. Si vous faites venir un universitaire qui a la même expérience, c'est 0. Ça, c'est une perversion du système français. Et ça, c'est très grave. Parce qu'encore une fois, quelqu'un a besoin d'être reconnu. Et autrement que par quelqu'un qui va lui offrir un repas, puis qui de toute façon se foutra de ce qu'il a raconté après. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très mauvais. Et puis il y a le parisianisme, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut être à Paris. Quand on est à Paris, on est plus près du centre de pouvoir, on est plus près de tout ça. Et ça, beaucoup d'écoles sont en périphérie, en province. La meilleure école africaniste est à Bordeaux. Il y a l'Institut, il y a Aix, etc. Mais c'est vrai que ce parisianisme est une dérive importante du système. Oui, monsieur. Pardon, je peux poser une question. Bien sûr. Vous parlez tous les deux l'arabe. Non, tous les trois peut-être, madame. Non. Oui, moi, oui. Elle merveilleusement. Oui, Ouais. Et vous-même, monsieur, non. Ah, moi, pas. Et vous pas. Oui. Mal. Je le déchiffre. Je parle arabe égyptien. Oui. Vous me balancez au Maghreb, c'est une catastrophe. Mais honnêtement, une catastrophe. Je comprends. Au Maroc, je comprends que les mots qui viennent du français. Ah, oui. Par contre, quand il m'est arrivé de parler arabe au Maroc, comme j'ai un accent égyptien extrêmement prononcé, je prononce Gim et pas Jim, etc. Même quand je fais des phrases avec un arabe tout cassé, tout pourri, les gens me disent oh, tu parles comme la télé. Et vous-même, vous parlez quel arabe alors, notre Moi, l'arabe vice-président? littéral et l'arabe, le dialectal syrien.
Syrien. Elle a même fait des chroniques en arabe. Oui. Et Keppel et Olivier Roy. Keppel parle très bien l'arabe. C'est un arabisant qui a vécu longtemps en Égypte et qui, lui, peut tout à fait s'exprimer en arabe. Olivier Roy, non, n'est pas un arabisant. Lui, voilà, alors, exactement. Donc, ils ne sont pas sur les mêmes, complètement sur les mêmes terrains, mais ils se retrouvent sur le même terrain sur les questions de radicalisation aujourd'hui et d'islam de France et de phénomènes de radicalisation. Vous savez, dans cette querelle sur les persanophones et les arabophones, c'est très caractéristique. Dans les découpages administratifs que vous trouvez au Quai d'Orsay, que vous trouvez dans les grands ministères, vous avez monde arabe et persan. Le monde arabe, ça va depuis la Mauritanie jusqu'à effectivement aux frontières de l'Iran. Et puis le monde persan, c'est effectivement théoriquement l'Iran. Mais enfin, on coupe l'Afghanistan, on le met par contre dans le département Asie orientale. Et donc, vous avez une querelle entre les arabophones et les persanophones parce que vous avez toujours un moment où, de toute façon, le contingent d'arabophones est plus important que le contingent de persanophones. Et donc, vous avez toujours une vision qui l'emporte, c'est-à-dire cette incapacité qu'on évoquait entre deux de nos plus grands spécialistes à discuter entre eux, c'est aussi cette incapacité à pouvoir se dire comment pense l'autre, mais dans un système de valeurs qui n'est pas le nôtre, qui pénètre beaucoup plus que nous. Mais ça, c'est, je sais pas, c'est dramatique. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, je peux garder le micro si ça vous ennuie pas. Oui, moi, ce qui doit nous faire réfléchir, je pense, c'est quand même la manière extrêmement significative et dramatique de comment ont évolué les révoltes arabes et ont basculé dans cette violence, et qu'une violence a un caractère radicaliste, radical. Est-ce que les politiques n'ont pas une responsabilité énorme? Je pense à l'exemple de l'Algérie, à la manière dont ont commencé les révoltes de 88-90 en Algérie, autant que je sache. C'était d'abord des révoltes de jeunes aspirant à un meilleur niveau de vie, etc. Il y a eu une répression terrible, nous le savons. Et est-ce que ce n'est pas cette répression qui a engendré renforcer une violence larvée dans la population? Et des choses analogues ont pu se passer peut-être en Syrie en particulier. Je ne sais pas si je suis la plus armée pour répondre. Écoutez, nous on a surtout vécu le cas de l'Algérie, si vous voulez, où effectivement le blocage politique était complet. C'est-à-dire que vous avez encore au pouvoir des gens qui tirent leur légitimité politique d'avoir fait la guerre d'indépendance dans un pays où 50 ans se sont passés, c'est-à-dire que la quasi-totalité des gens de la trentaine ou de la quarantaine n'ont jamais connu la guerre d'indépendance. Et vous avez un pays dans lequel il y a une espèce de mépris pour la population qui est tellement extraordinaire qu'on arrive à faire élire un paysan grabataire sans lui faire une seule réunion électorale, et qui on le voit à peine approcher de l'urne pour pouvoir déposer son bulletin. Vous vous rendez compte du mépris que ça suppose derrière pour la population? Je suis sûr que si Hollande prenait le conseil électoral de Bouteflika, il serait élu. En ce qui concerne l'Égypte et puis généralement ces pays-là, je pense que les dictatures créent les conditions de leur survie en proposant des alternatives insupportables. C'est ce qui se produit en Égypte et ce qui se produit ailleurs. Je pense que de toute façon, la meilleure des réponses, c'est toujours, même si elle n'est pas parfaite, c'est la démocratie, le respect du citoyen, le respect c'est exactement ce que vous venez de dire avec l'Algérie, c'est-à-dire que le mépris du citoyen conduit à trouver d'autres formes d'aspiration pour l'individu. Donc commençons par là. Et là, effectivement, les États ont leurs responsabilités, oui. Oui, juste pour me souvenir vous vous souvenez peut-être de premier discours de Bachar el-Assad après le déclenchement de la révolution, où il est arrivé au Parlement, où il rigolait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, moi c'est une image que j'ai encore en tête, qui est l'expression d'un mépris total pour ces manifestants qui descendaient tous les vendredis dans la rue, et qui n'a pas pu permettre aussi justement de pouvoir entendre ce que disaient les manifestants avec un responsable qui est complètement en dehors de tout ça, et qui veut surtout n'avoir aucune attention à ce qui est en train de se passer sous ses yeux, et qui préfère se barricader dans son palais, comme on l'a vu dans un certain nombre de situations. Donc c'est évident que ce mépris était quand même un élément essentiel des évolutions qu'on a pu voir depuis 4 ou 5 ans. Enfin, c'est pas moi parler. Pour venir dans votre sens, un Iranien me racontait que le Shah d'Iran, qui en fait avait vécu toute sa jeunesse en Suisse, puisque c'était l'époque Mossadegh, parlait très mal le persan. En fait, il engueulait ses ministres en français. Il parlait très mal français. Et quand il faisait un discours en persan, il avait un très mauvais accent.
Ce qui fait que personne ne le prenait au sérieux. Personne aussi, j'entends les Iraniens. Mais par contre, vous vous souvenez, c'était le grand souverain moderniste, etc., présenté comme celui qui, effectivement, allait moderniser à marche forcée ce pays. C'est-à-dire que le biais, si vous voulez, par lequel on abordait, j'espère que ça a quand même diminué ces pays-là, c'était toujours, est-ce que le leader correspond à nos critères, quoi. Vous avez le même phénomène au Pakistan. J'étais avec des parlementaires français au Pakistan pour soutenir une offre d'armement, parce que j'ai un passé très louche. On rencontre, c'était l'époque de Musharraf. Bon, on rencontre des militaires, pensée structurée sur ce que c'est que le Pakistan, ses problèmes de sécurité vis-à-vis de l'Inde, etc. etc. Bon. On rencontre des parlementaires pakistanais, très bien, propres sur eux, avec vous, comme vous et moi, une cravate, enfin tout ça, parlant parfaitement l'anglais, etc. Donc, la thématique habituelle, c'était il faut que les civils reviennent au pouvoir dans ce pays. Quand on sort de l'entretien avec les parlementaires, je leur dis, voyez, celui que vous aviez en face de vous, c'est un type qui possède 10 000 hectares sur lesquels il a des serfs. S'il fait de la politique, c'est pour que surtout on ne touche pas au système fiscal, c'est-à-dire surtout qu'il ne paye pas d'impôts. Ils étaient déstabilisés, mes parlementaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de compréhension du système. Ils disaient, non, la règle, c'est qu'il faut que ça se passe comme ça. Mais quand vous avez en face de vous une classe politique qui est pourrie, vous ne vous étonnez pas que des gens envoient leurs enfants dans des madrassas et que dans ces madrassas, ils en sortent avec un discours révolutionnaire. La maison de Benazir Bhutto à Islamabad, c'est un mur de 7 mètres de haut. Je n'ai pas réussi à pénétrer. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ou... En tous les cas, écoutez, merci en tous les cas à tous les deux. Merci à Claude, merci à Pierre. Et je vous recommande vivement la lecture de ces deux livres, hein, vraiment qui se lisent avec très facilement et avec beaucoup d'intérêt.